Voilà, donc l'idée, effectivement, c'est de vous parler je dirais en une demi-heure du marché nord-américain et surtout de vous donner des éléments d'information sur quelles sont les bonnes pratiques ou quelles sont les bonnes façons de, je dirais, de se développer sur ce marché-là. Voilà, donc je serai très heureux ensuite de répondre aux questions. Ce sera un grand plaisir de prendre chacune des questions, quels que soient les commentaires aussi. Je vais me racler un peu la gorge. Voilà. Donc, Go West. En fait, donc, je vais d'abord vous parler un petit peu, je dirais, du marché nord-américain. Les États-Unis dans le monde. Alors, je parle des États-Unis, je parle aussi du Canada en partie, parce que le Canada, c'est un petit peu le petit frère des États-Unis, on ne va pas se mentir, même si c'est quand même deux marchés globalement un peu différents. Aujourd'hui, forcément, l'Amérique du Nord, les États-Unis restent un marché extrêmement important dans le monde. Je veux dire que sur la partie technologique, c'est sans doute le meilleur marché qui soit. On sait bien que la Chine, aujourd'hui, rattrape bien sûr, devient de plus en plus un concurrent pour les États-Unis. Et j'ai envie de dire que dans les mois qui viennent, les semaines, les mois qui viennent, la concurrence va s'exacerber. La crise du Covid va sans doute, j'irai rajouter un peu d'huile sur le feu, globalement. Mais voilà, mais l'Amérique reste quand même un marché gigantesque, hein, une population de 320 millions d'habitants et si on ajoute le Canada, ça fait 350, 370 peut-être millions d'habitants. Donc forcément, il y a là, hein, je dirais, un vivier de croissance qui est assez fabuleux. Quand on regarde, alors là, on est quoi? On est en mai 2020, donc forcément, la valuation des entreprises ont forcément changé ces dernières semaines. Je dirais que c'est quand même intéressant de voir qu'aujourd'hui, les GAFAM, comme on les appelle, prennent le haut du pavé en termes de valorisation. Et il est clair que les États-Unis regroupent sans doute les sociétés les plus successful en termes de valorisation dans le monde. C'est pas prêt de changer parce que c'est vrai qu'il y a ici, je dirais, une culture et des ressources et voilà, un environnement qui est extrêmement propice à ce genre de compagnie. Et donc, je dirais que c'est aussi intéressant de voir que même par rapport à la crise que l'on vit actuellement, ces entreprises-là, je dirais, vont plutôt en ressortir assez renforcées. Et il y a fort à parier que je dirais que ça va continuer. Mais c'est aussi intéressant de voir que ça draine derrière tout un tas de startups, de structures et d'innovations. Et je dirais que ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement fort dans cette partie du monde. Alors, université, pourquoi je veux parler de ça? C'est qu'il y a quand même un élément clé dans le succès, je dirais, des sociétés technologiques, des sociétés innovantes américaines. Ça reste quand même le secteur universitaire. C'est un des fondements en fait, de ce succès. Alors, pourquoi? Parce qu'on connaît tous, je dirais, les grandes institutions de type MIT, bien sûr, c'est sans doute à Boston, qui est un des principaux fleurons de l'innovation, avec des labs incroyables, avec des chercheurs d'une qualité exceptionnelle. Donc, le MIT représente, effectivement, agrège autour de lui, je dirais, des startups et toute une communauté, tout un écosystème absolument fabuleux en termes technologiques. On parle aussi de Stanford, on ne peut pas aussi ne pas évoquer Stanford, bien entendu, qui est basé en Californie, qui là aussi, comme le MIT, regroupe des talents extraordinaires et reste un pivot, je dirais, de croissance technologique en Amérique du Nord. Bon, ceci étant, il n'y a pas que ça. Là, je vous donne un exemple qui est au Canada, qui est près de Toronto, donc qui s'appelle Waterloo University, qui est sans doute la meilleure université d'ingénierie canadienne. Et qui là aussi, en fait, c'est intéressant de voir que Waterloo, qui est à peu près 2 heures de Toronto, là, on va voir des startups, on va voir des Google qui vont implanter leur lab, Cisco, IBM, tous ces gens-là, en fait, vont s'agréger autour de cette université, et là, avec des talents, et avec aussi un modèle de fonctionnement entre université et privé qui est assez intéressant par rapport aux États-Unis, puisque l'IP que vous pouvez générer lorsque vous travaillez avec des labs de ce genre d'université reste en fait propre à la startup, et donc il n'y a pas de perte ou de partage à faire fondamentalement entre l'IP, je dirais, qui peut sortir d'une recherche ou d'un programme de recherche entre le privé et l'université. Donc là aussi, un environnement qui est assez propice à des collaborations et à la création de valeur, et ça c'est très intéressant.
Alors, voilà, donc ça c'est pour tester un petit peu votre vision, hein. Non, je ne vous demande pas effectivement d'aller lire chacune des universités, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement en Amérique du Nord, vous avez un nombre de collèges et d'universités, parce que les collèges sont finalement un peu l'équivalent des universités. Bon, je dirais que les universités sont un petit peu au-dessus, les collèges sont plus pratiques, mais globalement, bon, déjà on voit que c'est plutôt à l'Est qu'on réfléchit. Enfin, je dis ça, je ne veux pas créer de problème, mais c'est vrai qu'il y a là je dirais un écosystème absolument fabuleux en termes de recherche, de labs, de professeurs, d'étudiants et donc d'innovation. Et bah, toutes ces villes, en fait, sont des zones où vous pouvez aller vous développer, vous pouvez monter des collaborations, monter des projets de recherche et vraiment profiter aussi de cet écosystème-là. Donc ça, c'est un point extrêmement important à noter. Bon, voilà, je ferme un peu la parenthèse sur le côté universitaire. Pour aller plus sur le côté maintenant marché, alors le marché, effectivement, le marché américain est un marché extrêmement vaste, hein. Si on fait c'est important parce qu'en fait, 320 millions d'habitants sur un territoire qui est absolument gigantesque, il est important de savoir où trouver son marché. Alors en fait, aux États-Unis, de manière générale, on le divise en différentes catégories. Il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest, ou plutôt l'est, le centre et l'ouest. Donc, si on fait le nord-est, bah, évidemment, vous allez trouver l'État de New York, l'État de Massachusetts, là où il y a Boston, et différents autres États qui sont des États extrêmement puissants en termes économiques, avec bien sûr la partie Chicago qui est ici. Et en fait, quand vous faites Toronto, New York, Chicago, vous avez là un triangle absolument magique dans lequel vous avez déjà une population très importante et un poids économique qui est absolument fabuleux. Donc ça, c'est très intéressant de le noter. Ceci étant, on va voir aussi le côté sud, hein. Donc il y a le sud-est, Miami, enfin la Floride et les Carolines, qui sont des États en plein boom aujourd'hui. Le centre, bah, on l'oublie un peu souvent, mais le Texas, c'est quand même le deuxième plus gros État nord-américain, après la Californie, qui est donc du côté ouest. Et donc la Californie, premier État, première économie, une des premières économies mondiales aussi au passage, et le Texas vient en numéro 2. Donc c'est là aussi, on centre en fait une zone extrêmement puissante en termes économiques. Et c'est assez peu, enfin je le dis parce que souvent, en fait, quand on est en France, on va se dire, bah, tiens, moi, si je vais aux États-Unis, je vais plutôt aller à New York ou Boston. Voilà, c'est un peu le premier réflexe qu'on va avoir. Là où je dirais qu'il faut aussi réfléchir un peu sur les zones parce que le Texas, bah, ce n'est pas forcément une mauvaise idée d'aller au Texas, d'aller s'implanter au Texas, voire même la Floride, hein. Il y a pas mal de choses intéressantes à y faire. Donc, c'est important de vraiment voir qu'il y a différentes zones d'atterrissage pour un business dans cette partie du monde. Donc j'en ai un peu donné, hein. Donc c'est le poids économique ici des différents États. Donc on se dit qu'au milieu, bah, finalement, il ne se passe pas grand-chose, hein. C'est sûr que si on est au centre des États-Unis, c'est pas là où est le nerf de la guerre. On voit bien que c'est la Californie, le Texas, la Floride et New York. C'est les quatre grands États, enfin, cette couronne en fait qui est le poumon économique des États-Unis et qui va le rester, hein. Je dirais, c'est quelque chose qui est là pour durer, dans le principe. Alors ça, c'est important aussi de le noter, c'est que on n'a pas forcément cette vision-là quand on est en Europe. Il y a les 5 plus grandes villes américaines sont celles-ci, donc nord-américaines, donc Mexico étant la première, hein, ça fait partie d'Amérique du Nord aussi. New York évidemment, Los Angeles, Toronto, qui est la quatrième plus grosse ville nord-américaine, et Chicago. Donc ça, là, vous avez les principaux creusets de population, les métropoles qui sont les plus importantes et les plus puissantes aussi, avec des sièges sociaux extrêmement puissants qui sont basés dans chacune de ces villes-là. Avec un point important également qui est je dirais les mouvements de population. En fait, ce qui se passe, c'est que la Californie perd sa population. De plus en plus de gens s'en vont de Californie pour une raison extrêmement simple, c'est que c'est un État qui est extrêmement cher, hein, et pour une start-up ou pour des entrepreneurs, c'est pas toujours évident, je dirais, d'aller payer des loyers exorbitants et d'avoir un coût qui est en fait impossible à vivre. Donc en fait, de plus en plus de gens sortent de Californie, mais c'est aussi le cas pour l'Amérique du Nord-Est, hein. Je dirais, New York maintenant, la ville de New York est une ville extrêmement chère. Ces États sont extrêmement taxés. Il y a vraiment des disparités très fortes entre les États en termes de taxes, en termes de réglementation. Ce qui fait que des nouvelles métropoles aujourd'hui voient une croissance très forte. Donc Austin, qui est c'est un peu la Californie au Texas, hein. Austin est une ville
qui a eu une grosse croissance ces dernières années. Houston, San Antonio. Donc ça, c'est des villes qui ont vraiment boomé. Mais on voit aussi des choses assez intéressantes comme Denver, comme Phoenix. Voilà, Phoenix qui est quand même plutôt une ville en théorie de retraités, hein, mais qui là aussi est en plein boom. Et puis la Floride, qui est un très bel État, dans lequel on voit là également des mouvements de population. Puis enfin les Carolines, Caroline du Nord et Caroline du Sud, dans lequel il y a un très fort, une très forte population et surtout un très fort écosystème en termes technologiques, notamment autour de Raleigh, et qui agrège aussi beaucoup de sociétés technologiques et bien sûr des populations également qui vont dans cet état-là. Voilà, donc ça c'était pour vous donner un peu le retour là-dessus. Bon, ça j'en ai parlé, je ne vais pas revenir dessus. C'est juste les chiffres, mais je vous donnerai la présentation par la suite. Comme ça, vous pourrez la consulter également. Donc maintenant, comment se développer alors, je ne sais pas si je suis toujours en même temps, je parle très vite de toute manière, donc ça va bien. Il est sûr qu'aujourd'hui, quand on se développe en Amérique du Nord, il y a quelques points qu'il faut vraiment sur lequel il faut réfléchir. D'accord. Et le premier point, c'est le focus. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a l'Amérique, c'est très grand. Ce sont différents États. Chaque État est indépendant, fondamentalement. Il y a des règles différentes, il y a des us et coutumes différentes aussi entre les États. Et donc, il est important pour une société aujourd'hui de dire où est-ce que je vais aller m'implanter. Si demain je dois aller aux États-Unis, quelle va être ma zone d'atterrissage? Et le coût est un facteur à prendre en compte. Le coût opérationnel, bien sûr, de l'entreprise, que ce soit au niveau de l'immobilier, que ce soit au niveau des salaires, il y a une très forte disparité entre les États, et également au niveau des taxes, parce que chaque État pratique sa propre taxation. Certains États sont considérés comme des paradis fiscaux, hein, même au monde. Hein. Vous prenez l'État du Delaware, par exemple, voire même du Nevada, sont des États qui sont considérés comme des paradis fiscaux. Donc, c'est intéressant de le noter. Et puis, le coût de la vie, parce que forcément, il faut bien vivre à côté. Vous avez des enfants, vous avez des conjoints. Et donc, l'immobilier va être un facteur très fort. Le transport, l'éducation, l'alimentation sont des éléments qu'il faut bien sûr prendre en compte. Alors, il y a différentes calculettes en ligne pour vous aider en fait à trouver la zone qui soit le bon niveau. Je dirais que si on prend Paris comme référent, New York, par exemple, est une ville qui est 27% plus chère que Paris. Donc là, c'est un indice qui est assez global sur différents postes de dépenses. Toronto est 13% moins cher que Paris, Austin 19% moins cher et Palo Alto 28% plus cher. Donc on voit bien que New York et la Californie avec Palo Alto, qui est quand même une ville assez mythique là-bas, sont des zones extrêmement chères. Voilà, il faut juste le considérer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, parce que ces villes, bien sûr, si une ville est très chère, c'est aussi qu'elle a aussi énormément d'atouts à proposer, qu'il y a énormément de choses intéressantes à y faire. Bon, malgré tout, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de startups aujourd'hui qui étaient basées en Californie et qui ont décidé d'aller à Austin, essentiellement pour des raisons de coût, mais aussi de localisation, parce qu'Austin étant un peu central aux États-Unis, permet en fait à des startups de pouvoir couvrir les deux zones facilement. L'autre point dans le focus, c'est le marché adressable. Donc, effectivement, c'est de se dire, OK, bien sûr, il y a le coût, mais finalement, où est-ce que je veux m'implanter pour quel marché? Donc ça dépend vraiment chaque fois du business qui est le vôtre. Ça dépend des clients que vous ciblez. Et donc, est-ce que c'est aussi l'industrie? Est-ce que c'est la pharma? Est-ce que c'est la finance? Si vous avez la finance, dans la finance, évidemment, New York est une référence dans le domaine. Chicago peut en être une aussi. Toronto. Donc, New York, Toronto, Chicago sont les hubs de finance en Amérique du Nord. Si vous allez dans l'industrie, ça va dépendre. Si l'industrie pétrolifère, évidemment, c'est le Texas ou c'est l'Alberta en Canada. Mais chaque fois, en fait, toutes les grandes sociétés américaines ont une implantation qui va être assez dispersée dans le pays. Et donc, c'est aussi à vous de réfléchir sur où sont vos clients et quel est le creuset de clients qui vous intéresse. La concurrence, alors la concurrence, elle est pléthorique. Forcément, il y a beaucoup de sociétés, de startups, de sociétés déjà établies aux États-Unis. Maintenant, c'est pas non plus quelque chose dont il faut avoir peur, parce que c'est pas parce qu'il y a des concurrents qu'une société française va être diminuée par rapport à ça. Bien au contraire. En fait, la perception de beaucoup d'Américains, c'est que le savoir-faire français, l'ingénierie française est extrêmement extrêmement qualitative. Et donc, je dirais que les sociétés françaises n'ont vraiment pas à rougir de ce qui peut se faire aux États-Unis et de certaines solutions américaines. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat du développement, parce que certains vont dire que les développements logiciels qui sont faits aux États-Unis sont de moins bonne qualité que ceux qui sont faits en France. Je ne suis pas un expert suffisamment sur le sujet, mais en tout cas, c'est intéressant de le noter.
Le cadre réglementaire, la régulation, les ressources humaines, donc chaque État a ses propres régulations en termes de ressources humaines, mais aussi ses régulations de manière générale. Si vous voulez faire voler un drone, par exemple, il vaut mieux le faire voler au Texas, où il n'y a quasiment pas de régulation sur le sujet, que de faire ça à New York, où il est quasiment impossible de faire voler un drone professionnel dans cet État-là. Enfin, impossible, c'est compliqué. Donc, il y a des réglementations qui vont être très pénibles et qui vont vous empêcher d'innover, de tester, etc. Donc, c'est là aussi, ça peut être un point important dans la réflexion sur où atterrir en Amérique du Nord. Oui, je suis dans les temps, formidable. Donc, affûter votre go-to-market, ça, c'est un point. Alors, ça, c'est une éponge. Hein, donc, pourquoi? Parce qu'il faut effectivement s'imprégner du marché nord-américain. Il y a trois façons de se développer de manière générale sur un nouveau marché. Un, c'est le partenariat classique. Donc, trouver un distributeur, trouver un partenaire intégrateur, trouver une société qui va revendre votre solution ou intégrer votre solution aux États-Unis. La deuxième façon, c'est la vente directe. Donc, c'est la capacité pour vous, en fait, de dire, ben voilà, vous maîtrisez votre développement, vous implantez, il y a une personne, par exemple, de vos équipes qui vient sur place, ou il y a d'autres façons de trouver, en fait, des façons de vendre sur place, mais c'est vous qui maîtrisez la vente et vous faites ça directement auprès des entreprises. Et la troisième façon, c'est l'achat. Donc, j'entends l'achat d'entreprise, l'achat d'un concurrent, l'achat d'un partenaire, l'achat d'une société sur place. Bon, ça, c'est bien pour des sociétés déjà assez établies, mais ce n'est pas toujours évident pour des sociétés qui sont des startups. Et c'est des points qui, chaque fois, posent débat. Moi, j'ai beaucoup de mes clients qui me demandent, ben voilà, est-ce qu'il faut que je fasse un partenariat? Est-ce qu'il faut plutôt que je mette en place des équipes? Est-ce qu'il faut que j'achète une société? On a aidé nos clients sur les différents aspects. Le partenariat, ce n'est pas une fin en soi. Ça peut être très facile, effectivement, parfois. Ça peut être très compliqué. Moi, j'ai mis en place des partenariats. On a mis 1 an pour signer certains partenariats stratégiques. Et ce n'est pas parce qu'un partenariat est signé que, quelque part, c'est une garantie d'avoir des commandes sans travailler derrière. C'est beaucoup de travail, un partenariat, même une fois que le partenariat est signé. Mais ceci étant, ça peut être intéressant aussi. Donc, je ne dis pas qu'il faut choisir l'un ou l'autre, hein, mais c'est des éléments qu'il faut pondérer dans une réflexion. La vente directe, c'est un intérêt, en fait, surtout pour vous en termes de tests, de découverte d'un marché, de découverte d'acteurs, de rencontre d'un écosystème. Donc, je dirais que la vente directe reste, à mon avis, toujours un peu à privilégier d'une certaine façon, puisque, en tout cas au début, de façon à ce que vous puissiez maîtriser votre destin, et puis découvrir les us et coutumes locales. C'est quand même la meilleure façon, je pense, de se développer, en tout cas au début. Et puis ensuite, il y a d'autres façons de le faire. Et l'achat, bon, une fois de plus, l'achat, c'est intéressant parce que ça vous permet de prendre une équipe qui est déjà locale, d'avoir un acteur local et donc de bénéficier, je dirais, d'un premier niveau de succès en Amérique du Nord. L'autre point, c'est de repenser votre marketing. Ça, c'est, j'ai envie de dire, quasiment tout le temps le cas. Donc, straight to the point, pourquoi? Parce que les Nord-Américains ne pensent pas de la même façon qu'un Européen ou qu'un Français. Les Français vont être souvent très conceptuels dans l'approche, donc ils aiment bien les visions un peu globales, avec une vision voilà, très analytique des choses. Là où les Américains vont souvent se dire, nous, en fait, on veut, dites-moi exactement ce que fait votre solution, et puis je ne veux pas que vous me perdiez dans 36 000 détails, je veux exactement savoir ce que c'est. Ça, c'est un point absolument clé en Amérique du Nord. Et beaucoup de marketing, beaucoup de documents marketing doivent être faits pour simplifier le message, aller directement au but et expliquer exactement pourquoi en fait la solution ou le produit ou le service apporte une valeur en fait au client. Ça, c'est un switch intellectuel à faire qui est extrêmement important dans cette partie du monde. Américain, parce que très souvent, on voit des documents qui sont traduits, mais qui sont traduits en anglais d'Angleterre. Or, c'est un peu comme la France versus le Québec, ou la France versus d'autres zones francophones. L'américain n'est pas exactement pareil que l'anglais. Enfin, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est quand même important de lire parce que très souvent, on voit des documents, des leaflets ou des one-pagers qui sont émis et qui utilisent des mots qui ne sont pas toujours bien compris ou acceptés ou appréciés en fait des Américains. Donc là aussi, il vaut mieux essayer de faire traduire un document par un Américain quand vous allez dans cette partie du monde. Et puis local, parce qu'il faut localiser les choses. C'est pareil, quand on met par exemple sur un document marketing une photo, je ne sais pas moi, de Paris ou une photo de Londres ou Marseille, enfin si vous voulez, ça ne parle pas à un Américain. Un Américain, il veut voir des photos qui sont dans son univers intellectuel ou dans son univers, dans son référencement, d'images et visuels. Donc là aussi, tenter, tant que faire se peut, de localiser au maximum en fait des documents avec des adresses, même une adresse qui va être locale, avec quelque chose qui fait que vous pouvez dire à un client, oui, nous sommes ici et on n'est pas juste quelque part sur un autre continent, on est aussi présent là chez vous sur votre continent. Ça, c'est ultra important.
Alors j'y viens justement par la suite, c'est Where is Europe? Donc il est sûr que pour beaucoup d'Américains, je dirais le fait qu'on dise, bah, tiens, on a des références en France, ils disent, ok, super, mais moi, la France ou je sais pas, la Belgique ou l'Allemagne, c'est un autre continent, moi, ça ne me parle pas. Il faut que les références, idéalement, soient Nord-Amérique. Alors bien sûr, au début, il n'y en a pas forcément, mais il faut en acquérir de façon à se dire, mais même s'il y a une petite référence par-ci, par-là, ça parlera toujours plus à un Américain qu'une référence d'une boîte du CAC 40, par exemple. Les sociétés du CAC 40 ne parlent pas aux Américains. C'est aussi bête que ça. On a aidé une fois une société qui était dans le domaine du service, du conseil, et les personnes, enfin, conseillaient les principaux PDG des principales sociétés du CAC 40. Et cette personne s'étonnait en fait que que des décideurs ici en Amérique du Nord soient assez peu réceptifs à ces très belles références qu'ils avaient. Ouais, le problème, c'est que, je ne sais pas si vous dites Bouygues, par exemple, aux États-Unis, bon, déjà, ils ont du mal à le prononcer, et puis ils ne voient pas du tout à quoi ça correspond. Donc, ils ne mettent pas de valeur sur la taille d'une société en Amérique du Nord. L'équipe, c'est aussi très important parce que je dirais qu'il faut toujours dire à un client nord-américain que vous avez une équipe sur place. Elle n'est pas forcément américaine. Idéalement, il faut qu'elle soit quand même plutôt anglophone, mais ce n'est pas une obligation absolue. Mais il faut dire, voilà, moi je suis présent par exemple à New York, à Austin, à San Francisco. Voilà, on a notre équipe qui est là. Parce que ça, pour un Américain, ça veut dire, OK, si demain j'ai un problème avec la solution, ou s'il y a un support à faire, ou si j'ai une question à poser, je sais que voilà, c'est chez moi, je peux l'appeler tout de suite et je n'aurai pas de problème. Que si l'équipe elle est uniquement basée à Paris, ils disent, oulala, attendez, si jamais il y a un souci, qu'est-ce que je fais? Il y a 6 heures de différence, des fois ils ne savent même pas le nombre d'heures de différence, donc ça les inquiète et du coup ça réduit potentiellement les chances de faire du business. Alors ce n'est pas une obligation absolue, mais enfin c'est quand même un gros plus. Et donc, ça va avec une adresse, quoi. Bon, il y a différentes façons. C'est pas très compliqué finalement d'avoir une adresse locale, mais il faut y penser. Et puis, avoir une adresse locale et une équipe locale, ça a aussi des incidences au niveau des taxes. Donc, ça, c'est des petits points tout bêtes, hein, mais l'IRS aux États-Unis, on plaisante pas avec l'IRS globalement. Donc, si vous avez une adresse sur place, si vous avez même un nom d'une personne qui travaille sur place avec votre nom de société sur LinkedIn, cette personne est considérée comme étant un employé de votre société et donc vous êtes redevable potentiellement de taxes aux États-Unis. Donc il y a des petites subtilités comme ça qui sont sympathiques, mais qu'il faut avoir en tête. Ce n'est pas non plus la fin du monde, ça se prévoit juste, ça se prépare et tout se passe bien. Voilà. J'en ai terminé, j'ai une, donc je ne sais pas s'il y a des questions à poser, mais en tout cas, voilà, j'ai fini ma présentation. Merci Jérôme, merci pour ton intervention. Alors, donc vous êtes bienvenue à poser des questions maintenant. J'ai une question. Vous allez voir en bas d'écran Q&A. Donc, vous pouvez poser des questions et je vais rassembler toutes les questions et ensuite poser à Jérôme. Donc, bonjour Jérôme, merci pour l'atelier. Une fois que l'on a bien ciblé son marché et sa ville, comment trouver les bons contacts sur place et la bonne équipe? Ça, oui, c'est une bonne question. En fait, alors, quand on est français, il y a quand même beaucoup de réseaux de francophones aux États-Unis, avec des villes où il y a énormément de francophones. Donc, New York, par exemple, est une ville, je vais presque envie de dire, des fois, quand on se balade à New York, on a l'impression de se balader à Paris, hein. Donc, il y a beaucoup de Français, d'associations, chambres de commerce, de personnes qui sont là, qui sont prêtes à prendre un café de temps en temps, et puis donc, du coup, vous connectez à différentes personnes. Donc, New York, bien sûr, San Francisco, beaucoup aussi, hein. Il y a une très grande communauté française, francophone à San Francisco. Et puis, après, ça dépend les villes. Bon, donc j'ai envie de dire que c'est toujours la façon de le faire. Et puis ensuite, il y a des sociétés qui vont aider à commencer à faire du business. Ça, c'est une façon de le faire. Et puis, pour trouver des bonnes ressources, je dirais que c'est toujours un challenge parce que le marché nord-américain est un marché très fluide en termes de ressources. Donc, les gens, c'est pas comme en France. En France, c'est assez, je dirais, quand on est dans un job, on essaie d'y rester. L'Amérique du Nord, ça bouge énormément. Donc, il faut prendre ça en considération et ça se fait par des rencontres, en fait. Donc, il faut poster une annonce, il faut rencontrer des candidats et puis, une fois qu'on a un bon candidat, il faut le motiver pour le garder. C'est vrai, dans la période actuelle, il y a beaucoup de monde sur le marché globalement. Il va y en avoir sans doute encore beaucoup pour les mois qui viennent. Donc, je pense que la tension sur le marché du travail va descendre sur les mois qui viennent.
Ceci étant, voilà, c'est un Américain qui, s'il trouve un meilleur job ailleurs, franchement, il ne va pas hésiter 5 secondes. C'est dans la journée, il est parti et puis il va ailleurs. Donc ça, il faut l'intégrer en termes de culture. Donc il faut savoir les motiver et puis il faut leur expliquer très concrètement quel va être leur salaire, quels vont être leurs avantages et en quoi la solution qui est vendue va vraiment les porter pour les années qui viennent. Donc, voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas de. Enfin, la seule façon de vraiment le faire, c'est d'être sur place, c'est de venir et de rencontrer du monde et de se connecter un maximum en utilisant LinkedIn et autres pour voir un maximum de monde ne pas et vraiment oser aller à la rencontre de personnes qui sont sur les différentes villes ou États. J'ai une deuxième question. Est-ce que les principes de pénétration du marché à Toronto, par exemple, sont les mêmes que les principes sur le marché du côté Québec? Quelles sont les bonnes pratiques, par exemple? Non, en fait, il y a des très grandes disparités entre l'Ontario et puis le Québec. Hein. Ce sont des provinces totalement différentes, vraiment différentes. Et en fait, il faut vraiment être sur place pour s'en rendre compte. Le Québec est un marché qui marche beaucoup sur du réseau et je connais un tel et donc voilà. Enfin, donc c'est très connecté en réseau le Québec versus l'Ontario où le fonctionnement du business est beaucoup plus sur une proposition de valeur, sur voilà, ça m'apporte quelque chose, j'ouvre une porte, si ça m'apporte rien, je ne perds pas mon temps. Donc c'est beaucoup plus anglo-saxon, enfin, c'est même uniquement anglo-saxon, c'est très anglo-saxon, Toronto, versus au Québec, où le fait, par exemple, d'avoir une solution française, ou le fait d'avoir un lien français va toujours attirer et va créer des connexions assez facilement, potentiellement. Mais après, il y a aussi d'autres choses qu'il faut prendre en compte, c'est que le Québec est un marché qui est relativement petit. En fait, on fait 2,5 fois plus de business en Ontario qu'au Québec, de manière générale. Hein. C'est ça, ce sont les grands ratios. Donc, il est sûr qu'en termes d'évolution économique, de croissance, l'Ontario est quand même devant le Québec. Et ensuite, le Québec a un désavantage quelque part, c'est que lorsqu'on fait du business au Québec, c'est assez difficile d'en sortir. Donc, il y a des petites différences culturelles assez fortes, on va dire, entre les Québécois et les Ontariens. Et donc, le côté interculturel est quand même à prendre en compte parce que c'est comme la Belgique, hein, c'est des personnes qui ne s'entendent pas toujours très bien. Très bien. D'ailleurs, je vais poser une question aussi. Donc, tu as expliqué tout à l'heure sur la stratégie de marketing, les erreurs que les Français commettent, du coup. Et moi, je voulais, enfin, du coup, que tu parles plutôt de conseils peut-être pratiques, quelques conseils qu'on peut avoir en tant que start-up française. Bah, conseil pratique, c'est ça, c'est vrai aussi pour une solution qu'on vend en France ou ailleurs, mais c'est vraiment de passer du temps, beaucoup de temps, à réfléchir sur la proposition de valeur des solutions. En fait, on ne peut pas se permettre juste, en France, on a un une très belle langue, donc avec beaucoup de richesse dans les mots, mais et c'est intéressant d'ailleurs de faire un texte en français versus un texte en américain, par exemple, où on va prendre peut-être 10 mots de plus en américain qu'on va le faire, enfin en français qu'en américain. Donc, pour, donc parler en anglais, enfin, il y a tout les gens, ils ont ce qu'on appelle ici le plain text. Grosso modo, c'est de réduire au maximum une phrase en mettant les mots qui sont vraiment les mots importants. Et donc, là où en France, on va aimer un petit peu broder autour de ça, utiliser des mots un peu conceptuels, ce n'est pas forcément la pratique ici. Donc, la première chose à faire, c'est de se poser sur son tableau blanc et de dire, voilà, aujourd'hui, à quelle problématique je réponds exactement, se poser 6 ou 7 fois la question, ok, so what? En fait, si je dis, voilà, ça permet de faire ça, ok, so what? Ben, ça permet de faire ça, so what? Et en fait, en allant vraiment toucher the bone, enfin, l'os du problème, plutôt que de faire quelque chose de trop générique, trop global. Et en faisant ça, en fait, on est du coup beaucoup plus straight to the point. Donc, ça, c'est la première technique à faire, c'est vraiment se poser et de réfléchir quels sont tous les problèmes et les principaux problèmes auxquels je veux répondre, quelles sont ma solution, en quoi elle répond exactement à ces problèmes-là. Et je dis avec des chiffres, avec des éléments très factuels, en fait, très concrets. Et donc ça, c'est un premier travail à faire. Et de ça, en fait, découlent d'autres documents qui vont être des documents de type marketing. Donc, en fait, quand on se développe en Amérique du Nord, il y a au moins 2 documents à avoir. C'est c'est un one-pager, donc un document d'une page qu'on peut envoyer par email ou qu'on peut présenter rapidement à quelqu'un, donc avec un pitch. Le pitch, il faut qu'il soit straight to the point. En quelques secondes, il faut que la personne ait compris. Si en quelques secondes, il ne comprend pas, ce n'est pas la peine. Et puis ensuite, un PowerPoint qui va être, je ne sais pas, 10 slides maximum, pas les PowerPoint genre 30-60 slides, personne n'aime ça. Et donc c'est ça. Donc avec ces 2 documents-là, avec un pitch bien fait, avec une proposition de valeur bien faite, je dirais que ça permet de couvrir déjà beaucoup de choses et c'est le principal à avoir.
Très bien. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler de Infinite Growth parce que tu nous en as pas trop parlé au début. Donc, ce que tu fais et ce que l'agence Infinite Growth fait. En fait, Elle m'a pas dit que tu étais au Canada. non, mais tu sais, il fait tellement chaud ici, je ne veux pas donner envie aux Français de venir ici, hein. Il fait 9 degrés aujourd'hui, donc je n'ai pas envie de créer ces envies. Non, non, en fait, moi, ça fait maintenant, je ne sais pas, ça fait combien de temps ça fait? Bon, ça fait longtemps, ça fait 8 ans que je suis à l'étranger, donc j'ai vécu toute ma carrière dans des sociétés internationales et donc plutôt d'informatique, hein. J'ai travaillé chez Cisco pendant 7 ans, j'ai travaillé dans des gens comme chez Computer Associates, maintenant CA Technologies pendant quelques temps aussi, donc le software, le hardware, et puis à un moment, je sais pas, crise de la quarantaine, j'ai décidé de vivre à l'étranger. Et donc, j'ai vécu à Singapour pendant un an. Et ensuite, je suis venu m'installer à Toronto. Toronto, pourquoi? Parce qu'en fait, Toronto est une zone extrêmement multiculturelle et j'adore les villes multiculturelles. J'ai trouvé un peu ce que j'ai vécu à Singapour, en fait, des zones où je dirais que moi, dans mes équipes, j'ai perdu des personnes qui sont des Filipinos, des Asiatiques, enfin, d'Asie, d'Amérique du Sud, des États-Unis. Donc, j'ai vraiment une équipe extrêmement diverse, un peu comme j'en avais aussi à Singapour. Et ça, j'adore ça. Et je trouve qu'il y a beaucoup de richesse, en fait, dans ces zones-là. Donc, Toronto, pour moi, était vraiment cette zone. D'ailleurs, je crois que il me semble que Toronto a été nommée la ville la plus multiculturelle au monde, enfin une des villes les plus multiculturelles au monde avec 200 ethnies différentes. Donc ça, c'est ce qui m'a plu. Et depuis, en fait, quand je suis arrivé ici, j'ai commencé à travailler mon basement, hein, comme tout le monde fait classiquement, en aidant une start-up à venir se développer en Amérique du Nord, donc aux États-Unis. Et en fait, je me suis dit, tiens, ce modèle-là peut être répliqué pour d'autres sociétés. Donc, j'ai dupliqué ce modèle et aujourd'hui, on est une équipe de 10 personnes où on aide en fait au jour le jour des sociétés technologiques plutôt, ou en tout cas innovantes, à trouver leur marché, à découvrir des clients, à avoir des rendez-vous et puis à vendre en fait leurs solutions sur place avec un aspect un peu conseil, parce que bien sûr, il faut faire du conseil, mais c'est vrai que nos services sont comme essentiellement opérationnels et on a donc Infinite Growth est implanté à Toronto comme siège, a aussi une succursale en fait aux États-Unis à Miami. Et on couvre donc, en fait, 80% de nos mandats sont des mandats qui vont sur les États-Unis. Donc, on est essentiellement quand même axé sur le marché américain depuis maintenant 2 ans, quoi, voilà. Et donc, ça se passe très bien, on évolue bien. Et puis, on est très, très content en tout cas d'avoir ce partenariat avec Creative Valley parce que je dirais qu'il y a quelque chose d'un peu cohérent et complémentaire. Donc, je suis très, très heureux de participer avec vous aujourd'hui à ce webinaire. C'est réciproque. J'ai une autre question. Le CES, donc Consumer Electronics Show à Las Vegas, est-ce que c'est un vrai avantage ou plutôt perte de temps? Quels sont tes conseils? C'est une bonne question. En fait, ça dépend. En fait, je dirais que le CES c'est un événement très très intéressant à l'américaine. C'est un truc gigantesque en fait, hein, dans lequel on sait qu'on va pouvoir réseauter de manière incroyable là-bas. Le tout, c'est de bien le préparer. C'est que c'est un événement qui est tellement large, tellement puissant que ça demande plusieurs mois de préparation. Et nous, on a des clients qui nous ont demandé de les aider à préparer le CES, par exemple, donc à prendre des rendez-vous pour eux sur place et vraiment les aider. Après, il y a un risque quand même dans ces événements-là, c'est de rester un peu dans sa bulle francophone où il y a tellement le tout Paris va au CES quelque part. Alors c'est bien, c'est sympa bien sûr, mais le souci c'est qu'on reste encore dans sa bulle et l'intérêt de ce genre d'événement, c'est d'aller justement plutôt à la rencontre des Américains ou d'autres sociétés d'autres pays, par exemple, parce que tous les pays se retrouvent au CES globalement. Et c'est un peu dommage des fois, je trouve, de rester dans cette zone de confort francophone, qui est très français d'ailleurs dans l'approche, mais c'est un peu dommage de le faire et c'est l'intérêt de faire ça. Ceci étant, il y a aussi un autre point à noter, c'est que le CES, bien sûr, c'est un événement très important, mais il y a plein d'événements en Amérique du Nord, notamment sur les technologies, qui vont être potentiellement des fois beaucoup plus focus, qui vont être peut-être un sur les fintech, un je sais pas moi, je parlais des drones professionnels. Enfin, chaque activité a un salon particulier. Quand on est dans le real estate, par exemple, dans tout ce qui est immobilier, ou dans le retail, il y a des salons qui sont du même niveau que CES, donc gigantesques, et qui vont être beaucoup plus intéressants parce que vous allez y rencontrer, par exemple, tous les grands boss je sais pas, du retail ou de la finance, et qui sont du coup bien plus intéressants. Donc, je dirais qu'il ne faut pas non plus forcément se dire le CES, c'est ça, il n'y a que ça. Non, non, il y a plein d'autres événements. Et parfois, même, c'est intéressant d'aller sur des petits événements, enfin petits, entre guillemets, sur des états particuliers, parce qu'ils vont être très focus et vous allez trouver des gens qui sont vraiment intéressants. Un État, je dirais que c'est presque
c'est parfois, souvent, je sais pas, 5, 6, 10 fois la France. Donc, il faut bien comprendre ça. C'est que même quand on dit, bah, tiens, je fais un événement dans un État, c'est presque aussi, enfin, c'est bien plus grand qu'un événement en France. Donc, il faut vraiment prendre à considérer ça et prendre du temps pour réfléchir à ces événements et n'investir que dans les événements qui sont vraiment intéressants pour vous. Très bien. J'ai une autre question, peut-être dernière, euh, très intéressante aussi. Alors, donc, OK pour ton conseil d'aller straight to the point lorsqu'on s'adresse aux investisseurs ou des partenaires. Mais lorsqu'on présente à des clients, parce qu'il y a ce mythe d'américain de storytelling, donc quelle pratique il faut s'appliquer. Je ne comprends pas ta question. Donc, tu disais tout à l'heure, pour aller voir des investisseurs ou des partenaires, il faut go straight to the point. Mais lorsqu'on s'adresse à des clients, est-ce qu'il faut avoir plutôt un storytelling ou pareil, est-ce qu'il faut être direct? Non, il faut direct. Il faut être très direct en fait, parce que l'Amérique du Nord étant un marché extrêmement large, donc en fait, j'ai accompagné un client récemment qui voulait venir acheter une société aux États-Unis et lui, il disait tiens, je vais m'installer à Boston. Okay, et puis en fait, il s'est dit en même temps, mince, il faut que j'aille faire mon premier rendez-vous, c'est à 2 heures d'ici. Ah oui. Et donc, ah oui, mais celui-là, c'est à 4 heures d'ici. Ah oui. Et donc, en fait, les Français, des fois, ne se rendent pas compte des distances en Amérique du Nord. Et du coup, ça veut dire que le business est fait souvent en visioconférence, à distance. Donc, soit les personnes passent leur vie dans les avions, ce qui est une horreur, et en ce moment, on oublie, mais soit, en fait, vous êtes obligé de faire des visioconférences. Et donc, le modèle de la visioconférence en Amérique du Nord est implanté depuis assez longtemps. Et quand on fait un premier call, une première discussion avec un client, je dirais qu'il faut très, très bien réfléchir à son modèle de visioconférence. On ne peut pas passer comme certains de mes clients, par exemple, des fois, qui passent 1 heure et demie à la française à faire une présentation, c'est 10 000 fois trop long, quoi. Et les personnes souvent nous disent, écoutez, j'ai plus le temps, moi j'ai pris qu'1 heure, j'ai pas 1 heure et demie, c'est 1 heure et c'est pas 1h10, quoi, c'est 1 heure. Donc ça, il faut vraiment conceptualiser ça. Donc ça veut dire que derrière, il faut pour la partie pitch, vraiment travailler sur quelque chose qui soit à plusieurs étages. Et ce soit pour des clients, pour des partenaires, pour n'importe qui. Il y a un pitch de 5 secondes, quelque chose où en une phrase, en 2 lignes, on sache très, très, très clairement expliquer ce que fait la solution, ce que fait la société. Donc ça, c'est un truc de base. Ensuite, il y a un pitch de 15 secondes dans lequel on donne un peu plus de couleur, on donne un peu plus de détails sur ce que c'est. Mais là, on rajoute quelques éléments, quelques exemples, en fait. C'est pas très compliqué, mais il faut le faire. Et puis ensuite, ben voilà, dites-moi en plus. Donc là, on a un PowerPoint qui va faire 6, 10 slides maximum, dans lequel on va aller aussi on va couvrir les principaux éléments saillants de la solution. Et donc, comment le faire? En fait, il faut faire des sortes de workshops, d'ateliers de travail, dans lesquels on se met autour de la table et donc on fait des roleplays, enfin comment on dit, des jeux de rôle, voilà. Et donc, enfin, il y en a un qui fait l'acheteur, l'autre qui fait le vendeur, par exemple, et puis ben, on teste le discours, et puis on voit si ça percute. Et l'idéal, c'est de faire ça avec des anglophones, c'est de faire ça avec des personnes qui sont du cru, parce qu'elles vont vous dire, moi, je comprends rien, ou alors non, c'est trop long. Et donc, du coup, ça va permettre, en fait, en 1 heure, de passer d'un pitch qui est relativement fluffy, un peu vague, à quelque chose de très précis, parce qu'en fait, il y a du challenge, et il n'y a pas d'autre façon que d'essayer ça avec des personnes du cru. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Yann, tu as des questions peut-être? Oui, bah, en fait, la question qui me paraît hyper importante, et je pense que ça serait intéressant que tu y répondes, en fait, c'est la gestion du décalage horaire et l'implication des dirigeants. C'est-à-dire qu'en fait, tu verras là, dans notre audience, on a des scale-up, des boîtes je dirais entre 5 et 100 personnes. Donc, voilà, tu décides de faire l'international, tu décides d'aller aux US. Qu'est-ce que ça change dans ta vie à Paris, quoi? Combien... Ouais, c'est une très bonne question en fait. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de sociétés. La première question qu'elles se posent, c'est celle-ci. Hein, c'est comment je vais mettre les ressources en place pour adresser ces marchés-là. Alors en fait, comment ça fonctionne? On a une société par exemple qui est basée à Lille. Ils sont 6 personnes. Et le dirigeant est lui très impliqué dans ça. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va monter des rendez-vous
pour lui, où on va suivre des prospects, mais lui, il va intervenir à un certain moment du cycle de vente ou du développement, on va dire. Donc, en fait, on monte des visioconférences et lui participe directement de Lille dans ces visioconférences et ça se passe très bien globalement. Donc, par contre, c'est sûr qu'il faut réfléchir à voilà, quand est-ce que j'ai des plages horaires, parce que les plages horaires, forcément, avec le décalage horaire dont tu parlais, Yann, c'est important de le noter. Il faut parfois et souvent, voire tout le temps, se dire qu'il va falloir travailler dans la soirée pour pouvoir répondre à des sollicitations de clients potentiels ou monter un call. Donc les soirées sont souvent un petit peu chargées, ou ça peut être chargé. Mais le tout, c'est d'avoir au moins une personne qui soit un référent en France, à Paris. Donc c'est peut-être soit le président, soit une personne qui parle anglais dans l'équipe, qui pourrait répondre à certaines sollicitations, par exemple. Bon, après, je dirais que c'est pas trop inquiétant dans le sens où il faut juste le planifier et l'organiser. C'est que se dire, bah, tiens, par exemple, voilà, moi j'ai telle plage horaire dans ma semaine, ces plages horaires, elles sont ouvertes aux États-Unis. Et puis, ça veut dire aussi ça vaut peut-être le coup de travailler peut-être l'Est des États-Unis plutôt que l'Ouest des États-Unis. Si on va en Californie, bon, bah là, c'est plus qu'une soirée que vous allez passer dessus, c'est une grosse partie de la nuit. Donc, il est évident que pour une société française, commencer par l'Est, c'est quand même plus simple que d'aller aux US, enfin que d'aller côté San Francisco ou autre. Voilà comment ça se passe en général, mais oui, il faut y réfléchir et puis il faut allouer du temps parce que si par contre vous n'allouez pas de temps à la chose en disant bah tiens hop ça va se développer sans mon implication, je pense que c'est quand même très aléatoire et j'y crois pas trop, pour être tout à fait honnête. Donc, sauf avoir une équipe sur place qui est vraiment très costaud et qui peut couvrir la chose. Hein. C'est aussi les possibilités. Jérôme, si je peux dire la boutade en synthèse, donc si je suis plutôt chant du coq, il faut mieux que je me développe en Asie. Si je suis plutôt chouette ou hibou, là je peux regarder les US en fait. C'est un peu ça, c'est ça ce qu'on peut dire. Oui, mais le problème, c'est que si tu es les deux, du coup, c'est compliqué. Mais non, c'est ça. Moi, quand j'étais en France, quand j'étais à Paris, j'étais chez Cisco à l'époque, effectivement, j'interagissais avec les Asiatiques d'un côté et puis les Américains de l'autre. Donc, mes nuits étaient compliquées, c'est sûr. Et un peu toujours dans la même esprit, mais je pense que c'est des trucs hyper importants en fait. Je pense qu'on peut dire, pour être un peu direct, que si vous ouvrez une activité aux États-Unis, c'est que vous, en tant que patron de boîte, il va falloir y aller de temps en temps. Et c'est quoi, à ton avis? C'est une semaine par mois, une semaine par trimestre, tous les combien de temps, quoi? Oui, en fait, ce qui se passe souvent, c'est que c'est des tournées. Hein, donc, c'est une fois par trimestre. Ça me paraît une bon ratio, on va dire, dans le principe. C'est de se dire qu'il faut rester peut-être 2 semaines, enfin 10 jours maximum, ou voire ça peut être moins, hein, ça peut être 3-4 jours aussi. Mais par contre, les jours qui sont passés ici, il faut vraiment bien travailler à ce que ce soit des jours pleins. Et il y a plein de sollicitations parce que quand on vient comme ça sur zone, il y a plein de gens à voir tout le temps. Et le tout, c'est de bien sélectionner les personnes à voir, de façon à ne pas perdre son temps. Par exemple, forcément, il y a tous les trucs classiques, les chambres de commerce par-ci, par-là. Bon, bien sûr, il y a plein de rendez-vous à avoir là-dessus, mais qu'est-ce qui va être pour vous, entrepreneur, le rendez-vous important qui va vous faire avancer? Donc, le client clé, le partenaire clé. Et donc, ça, c'est important de faire des voyages qui soient des voyages vraiment, je dirais, bien préparés et bien suivi, parce qu'il faut le suivre aussi derrière. Bon, mais merci beaucoup. Je crois qu'on est à la fin du temps là. J'ai une toute dernière question, un peu colle, mais auquel je te propose quand même de répondre. Si on vient de voir à Toronto, le bon resto où aller, c'est lequel alors? Et Yann, il n'y a plus de restaurant à Toronto. Tu viens à Toronto, tu viens chez moi, puis je te ferai des pâtes. Super, ça me va. Tu ne l'auras plus jamais après, mais ça, c'est le problème. Non, il y a des bons restaurants. Il y a des bons restaurants dans Toronto. J'espère qu'ils vont les ouvrir. Et c'est vrai qu'ici, c'est une ville très italienne. Donc, voilà, tout ce qui est pâtes, des pâtes très italiennes, avec un vrai savoir-faire italien. Toronto, d'ailleurs, est vu comme une ville. C'est la deuxième plus grande ville italienne, en dehors de l'Italie. Donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête. D'accord. Magnifique de manger italien. Super, merci Jérôme pour ta présentation et tes conseils qui nous étaient très utiles. Et merci à ceux et celles qui ont participé à ce webinaire. J'ai vu qu'il y en avait quelques participants qui sont arrivés un peu en retard. Donc, pour ceux qui ont loupé la première partie, on va sûrement vous donner un récap de ce webinaire. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous répondre avec Jérôme, bien sûr, à l'ensemble de vos questions. Donc, et rendez-vous pour le prochain webinaire sur d'autres continents avec d'autres experts. Et
on va vous tenir au courant. J'espère à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous en tout cas. Merci à tous.